honorables invités, c'est un grand plaisir que nous avons de vous accueillir ici à Saint-Louis pour pouvoir discuter du dialogue structuré entre la société civile et le secteur privé. Vous pouvez dérouler la présentation, s'il vous plaît. Nous avons une thèse de la cartographie des acteurs privés et de la société civile dans la région avant de démarrer le panel. Rappelons que lorsque nous parlons de dialogue, on veut éviter le monologue, c'est-à-dire des gens qui se regroupent et que chacun parle et ensuite chacun s'entend et ensuite chacun parle. On veut un échange instructif, mais le dialogue aussi c'est la flexibilité, le dialogue aussi c'est la prise en compte des divergences et des points d'attention. Slide s'il vous plaît. Donc notre dialogue part d'un contexte, c'est le partenariat entre l'Union européenne et la société civile, n'est-ce pas, qui ont élaboré ensemble une feuille de route de manière participative qui consacre l'engagement de l'UE et des États membres envers la société civile. Je rappelle que lorsque nous parlons de la société civile, nous n'excluons pas l'État, monsieur le gouverneur. Le principe d'alignement par rapport au référentiel des politiques publiques nous invite à inscrire nos réflexions et nos actions dans les orientations stratégiques déjà définies par l'État, et ceci constitue un élément important. Présentation, on veut les slides s'il vous plaît. En réalité, nous voulons un dialogue constructif. Chers amis, le débat est déjà fait sur le développement régional. Nous avons déjà tenu beaucoup d'ateliers, beaucoup de séminaires. Nous voulons un dialogue... Merci mon cher. Nous voulons un dialogue d'action, nous voulons un dialogue de recommandation, nous voulons un dialogue de proposition. Nous allons partir des enjeux et des défis prospectifs de la région de Saint-Louis pour identifier quelles sont les réponses innovantes que les acteurs de la civile ont trouvées, mais également comment le secteur privé a eu à prendre des initiatives et quelles leçons peut-on prendre de ces initiatives pour pouvoir alimenter les politiques publiques de l'État, les politiques publiques de l'Union européenne, les politiques publiques des collectivités territoriales. Et nous voulons partir de Saint-Louis avec des recommandations que l'État, l'Union européenne, les ambassadeurs qui sont présents, mais également les autres acteurs vont essayer d'intégrer. Slide s'il vous plaît. Lorsque nous parlons de la région de Saint-Louis, c'est 19 000 km², c'est également 1 120 000 habitants. Mais vous voyez bien dans le tableau suivant que les départements de Podor, de Dagana et de Saint-Louis évoluent de manière très variable, tant au niveau de la superficie, du nombre d'habitants, notamment avec Podor, qui est l'un des départements le plus densément peuplé du Sénégal. Mais vous voyez bien avec l'ANAT les vocations territoriales de la région de Saint-Louis. Nous avons Saint-Louis comme métropole d'équilibre, nous avons Richard-Toll, métropole d'équilibre, mais nous avons également les villes de Ndioum, de Podor et de Richard-Toll qui constituent des villes relais extrêmement importantes. Nous avons également des vocations agricoles, notamment la culture irriguée, c'est également l'élevage, n'est-ce pas? C'est également la pêche, c'est également l'industrie de transformation. Slide s'il vous plaît. Nous avons systématisé, chers amis, après avoir étudié les problématiques de développement de la région, 8 enjeux. Le premier enjeu, c'est qu'il y a une pluralité d'unités économiques dans la région. Mais leur viabilité et leur durabilité restent fortement compromises. Elles atteignent un certain niveau de performance. Mais on a l'impression que lorsque les unités économiques atteignent un certain niveau de performance, elles ne parviennent plus à prendre de l'expansion et à durer. Ce qui pose beaucoup d'enjeux sur lesquels nous reviendrons. Mais lorsque nous parlons de Saint-Louis, c'est les questions d'environnement et de changement climatique. La dégradation des terres, l'érosion côtière, les changements climatiques, notamment ses impacts sur l'agriculture, en perturbant tout le cycle de production. C'est également le salé, le bisé salé. Lorsque nous parlons aussi des défis de Saint-Louis, c'est la formation d'un capital humain capable de valoriser les potentialités territoriales. Nous avons beaucoup d'écoles de formation, mais qui adressent encore des formations assez basiques. Les formations adressées aux potentialités territoriales constituent des possibilités d'emploi, d'entrepreneuriat, d'insertion pour les jeunes et les femmes. Les impacts mitigés de l'exploitation gazière.
tout Saint-Louis avait accouru en croyant qu'avec l'exploitation gazière, Saint-Louis va changer. Jusqu'à présent, les Saint-Louisiens attendent. Les territoires impactés, les secteurs impactés, les acteurs impactés nous renseignent sur la nécessité d'un dialogue plus profond entre secteur privé, communauté et société civile. Saint-Louis, c'est le potentiel agricole, c'est le potentiel risicole, M. Diop, au niveau de Dagana. Mais Saint-Louis n'a pas encore atteint les objectifs que l'État lui a fixés pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire et à la souveraineté alimentaire. Quels sont les leviers sur lesquels nous devons jouer pour faciliter le positionnement de Saint-Louis comme pôle agroalimentaire permettant de nourrir le Sénégal, notamment sur le riz, mais également sur tomates, sur la patate, également sur le poisson. Monsieur le gouverneur, honorables invités, c'est également la question de la gouvernance inclusive. Nous savons tous le contexte de décentralisation avec l'acte 3. Mais malheureusement, nous sommes encore dans un État fortement centralisé. Malheureusement, à l'intérieur des territoires, les acteurs ne se parlent pas. Lorsque les dynamiques de gouvernance territoriale déployées par les collectivités locales se déroulent, le secteur privé est encore absent. Quand la société civile intervient, nous avons l'impression d'une participation sectorielle et limitée. Les enjeux réels, les enjeux de développement économique territorial, le secteur privé et les organisations de la civile sont encore absents. Honorables invités, la question de la transition économique durable nous invite à réfléchir beaucoup sur l'agroécologie, nous invite à réfléchir sur la mixité énergétique. Nous avons des ressources naturelles qui sont là et que nous devons valoriser, notamment pour diminuer l'impact de l'électricité dans les exploitations agricoles. Et enfin, la création et la gestion des infrastructures qui ne perturbent pas l'écosystème, des infrastructures qui sont appropriées, mais également la question de l'entretien et de la maintenance des infrastructures. Slide, s'il vous plaît. Lorsque nous avons essayé de regarder les organisations de la civile, chers invités, nous avons identifié 4 types de société civile. C'est d'abord les associations, avec le décret 76-0040, avec les associations de développement local, telles que les conseils de quartier, avec les associations thématiques, n'est-ce pas, au niveau des femmes, n'est-ce pas, au niveau des jeunes, de l'enfance. Mais il y a également les ONG. Et au niveau des ONG, nous avons identifié les ONG de développement, d'appui au développement, ACESCA, FONCS et autres, n'est-ce pas? Mais également, il y a les ONG de défense des droits humains, n'est-ce pas? Telles que RADO et autres. N'oublions pas, chers amis, les mobilisations citoyennes. Ce sont des dynamiques non structurées qui ne sont intéressées que par ce qu'on appelle le syndicalisme des conditions de vie. Lorsqu'il y a un problème de route, lorsqu'il y a un problème d'inondation, comment les populations se mobilisent spontanément pour prendre en charge cela? Cette dynamique peu structurée demande à être intégrée, d'autant plus que cette dynamique questionne également la légitimité et la représentativité de la société civile. Et enfin, nous avons les think tanks, tels que IPAR, tels que ARADES, qui sont des groupes de réflexion d'intellectuels qui essaient de réfléchir pour éclairer les décisions, pour éclairer les dialogues politiques. Je rappelle que dans beaucoup de dialogues, les acteurs ne se basent pas sur des évidences. Ce qui fait que chacun vient avec ses prérequis et le dialogue est un peu grippé. Slide, s'il vous plaît. Lorsque nous avons fait la typologie des acteurs du secteur privé, en termes d'unités économiques, Saint-Louis a le plus grand nombre d'unités économiques de la région, suivi par Podor, mais en termes d'unités, pas en termes de chiffre d'affaires. Mais lorsque nous analysons les types d'entreprises, vous voyez bien que la plupart des entreprises sont des entreprises individuelles et des GIE. Les personnes morales sont extrêmement rares et vous voyez que c'est Dagana et Podor, les départements de Dagana, où on rencontre les personnes morales. La plupart, c'est des entreprises personnelles, ça veut dire c'est le commerce, c'est l'agriculture, c'est les petites et moyennes entreprises. Slide, s'il vous plaît. Comment? Groupement d'intérêt économique. Merci. La répartition des entreprises nous renseigne sur le fait que l'économie de Saint-Louis mobilise beaucoup de commerce. C'est le commerce, avec le taux de mort très importante. C'est également l'agriculture, avec toutes les potentialités. C'est également les BTP. Il y a l'artisanat,
il y a les services qui sont importants, mais vous voyez bien la place très petite occupée par la pêche et l'élevage, la pêche surtout par rapport à la langue de Barbarie. Donc c'est une économie, c'est un pôle agroalimentaire basé sur l'agriculture, le commerce, mais il y a également les BTP et l'immobilier qui est en train d'exploser au niveau de la région. Un peu de retour, retournez s'il vous plaît. Lorsque nous voyons les types d'entreprises, vous voyez plus de 80% des entreprises, c'est des apprenants, c'est-à-dire des gens qui sont primo-entrepreneurs, qui viennent de démarrer. Et c'est ça qui explique le taux de mort très important. Les grandes entreprises et les moyennes entreprises, c'est 0,1% de l'économie régionale. Donc les grandes entreprises qui peuvent amener de l'argent, qui peuvent amener de la technologie, sont extrêmement rares. Ça signifie que le tissu économique est beaucoup dominé par l'entrepreneuriat jeune et féminin. Slide s'il vous plaît. Lorsque nous avons étudié les relations entre le secteur privé et les organisations de la civile, c'est la timidité des relations, c'est l'ignorance réciproque et c'est la méfiance. Du point de vue des organisations de la société civile, c'est une perception péjorative. Le secteur privé, c'est un milieu cloisonné. Le secteur privé est responsable de l'accaparement des ressources, n'est-ce pas, les ressources naturelles. Le secteur privé n'est intéressé que par une logique marchande de maximisation du profit. Et le secteur privé est peu soucieux du bien-être général de la société, notamment de la prise en charge des conséquences néfastes liées à l'exploitation des ressources. Du point de vue des acteurs du secteur privé, ils dénoncent le populisme éclairé des organisations de la civile, qui se basent sur des positions peu basées sur des évidences scientifiques. Et les cas de Dungalao, les cas de Mban et les autres cas nous démontrent que les évidences scientifiques sont importantes pour pouvoir argumenter. Et enfin, les acteurs du secteur privé se demandent, est-ce que les organisations de la civile sont légitimes et représentatives pour défendre les intérêts des populations? On a donc l'impression, chers invités, d'une dissonance cognitive entre le secteur privé, qui est intéressé que par la création de richesses et la recherche de profit, et les organisations de la civile qui sont dans la défense des intérêts des populations. Mu mel na ni suñu gisee société civile dafa taxaw na le secteur privé taxaw na le ku nekk nag di xool sa morom. Je rappelle qu'on est dans un dialogue, c'est important de parler les langues nationales pour permettre aux acteurs qui ne sont pas à l'aise de pouvoir comprendre et participer. Nous jàpp ni tey dañu ñëwoon uniquement pour wax ni secteur privé mooy ñiy dox ci koom-koom ak société civile muy ASC yi muy groupement yi muy organisation féminine yi muy ONG yi, n'est-ce pas, ñooñu war nañu daje waxtaan xool nan la ñuy àndandoo pour suqali jafe-jafe yi nekk ci dëkk-dëkkaan yi am nañu ay jafe-jafe. Société civile dañu xaar ñoom ñu am position, mais dañu xaar ñu ànd ak secteur privé pour xool nan la ñuy def ba wax jafe-jafe yi fan la féete, nan la ñuy def ba génne ay pexe ak yoon pour que ndaw yi ak jigéen ñi bëgg yëngatu ci liggéey bëgg yëngatu ci koom-koom ñoom tamit am ci lu ñu jàpp. Donc tey nag dañu ñëwoon pour laaj leen seen xalaat. Yàgg na ñuy def ay atelier ay séminaire ku nekk nag di wax li ko metti tey nag li metti ñëpp xam nañ ko. Xam nga lu ñu bëgg tey ñu def ay proposition yàlla def nu suturaal Union européenne ñëw fi indi 10 ambassadeurs xam nga loolu yombul Ndar nag moo am loolu waa plateforme des acteurs non étatiques indi leen ni leen dañu bëgg ngeen dem Ndar waxtaan ak acteurs yi nekk ci région de Saint-Louis muy baykat yi muy sàmmkat yi muy nappkat yi muy ndaw yi muy jigéen ñi muy góor ñi pour ngeen wax ñoom dañu ñëw pour déglu leen ngeen wax leen lan ngeen jàpp ni suñ leen ko jàppalee li ngeen di liggéey dana gën a xarañ lan loo xam ne suñ leen ko jàppalee daa leen gën mën taxaw ndaw yi ak jigéen ñi. Est-ce que leer na su leeree da ngeen di tàccu. Slide s'il vous plaît. C'est Malik qui m'apprend ça. Malik Diop, oui. Slide s'il vous plaît. Autre slide. Il y a donc ce conflit de logique. Nous avons repéré l'absence ou la difficulté de co-construire des projets communs entre ces deux acteurs. Et pourtant, soo demee ci organisation comme ASESCAO soo demee ci CRCR daa fa fekk ñoo xam ni société civile lañu ak secteur privé. Donc les cloisons des fois ne sont pas étanches entre secteur privé, n'est-ce pas, et organisation. Soo demee tey ci pêche bi ñoom yaram da nga leen di gis des fois nu mel na syndicaliste des fois nu mel na acteur société privé. Donc nu ni quelle position pour les organisations de la civile
Est-ce qu'on doit avoir seulement une attitude défensive, réactive, de dénonciation? Est-ce qu'on ne doit pas avancer pour jouer sur la médiation entre les acteurs à partir de données probantes? Est-ce que nous ne devons pas agir également sur l'alerte? Mais également le secteur privé. Est-ce que nous devons seulement nous limiter à une logique marchande? Est-ce que war nañu xool ñun secteur privé lan mooy suñu responsabilité ci dëkk-dëkkaan yi ñuy liggéey? Est-ce que war nañu xool ñun suñu liggéeyee jeexital bu muy am ci askan bi lan la ñuy def ba saafara loolu? Donc il y a des synergies à construire autour de deux acteurs porteurs d'enjeux autour du développement territorial. Slide s'il vous plaît. Le dialogue est là, on vous présente deux cas rapidement. Le premier cas, c'est l'exploitation gazière qui mobilise beaucoup notre ami Eliman. Soo demee Langue de Barbarie li lay njëkk jaaxal mooy exploitation gaz ak li muy laaj ci xaalis ak pauvreté bi nga fay gis. Ñun gisuñu suñu bopp ci exploitation gaz bi. Nu demaat Langue de Barbarie nit ñi wax nu ni RSD noo ngi koy dégg contenu local noo ngi koy dégg mais contenu local Dakar la nekk parce que il y a des barrières d'entrée pour le secteur privé local. Ñun amuñu information sur les conditions d'exploitation. On n'a pas de l'information sur la perturbation de l'écosystème marin et qu'est-ce que l'entreprise a pris, n'est-ce pas, comme mesure pour pouvoir atténuer cela. Et enfin, la prise en charge des conséquences néfastes. Le constat, c'est l'absence de communication sociale, l'absence de redevabilité sociale. Et les nouvelles autorités du pays insistent beaucoup sur ce concept. Redevabilité sociale, moi, suñ la yónnee tey ci réunion bi balaa ngay ñëw waroon nga laaj ñi la loon ñëwee su may demee lan lay défendre soo delloo nga leen lii laa fa jëlee mais su fekkee ne yow soo ñëwee réunion liñ la wax da nga koy dicter pour yow redevabilité sociale day am solo. Donc il faut qu'on rende compte à ceux qui nous ont mandatés. La difficulté également, une autre question importante soo demee tey Langue de Barbarie secteur privé ak acteurs yi seen problème mooy il y a trop d'acteurs qui ne sont pas structurés. C'est la difficulté de construire un leadership commun. Ku nekk bëgg jiite. Les communautés aussi war nañu dimbale seen bopp pour que ñoom tamit nu mën d'accord sur un minimum. Slide s'il vous plaît. Nu jël nag nu mujjee ci benn cas boo xam ne cas réussite la boo xam ne mi ngi am ci ñit entre West African Farm ak les producteurs l'union des producteurs de Thiarène Ndéppi ak Wangen ñii dañoo am suuf waa ñit ñun d'accord nañu ci secteur privé mais le secteur privé on peut lui donner nos terres mais à condition que cela ne compromet pas la propriété. Donc vous pouvez exploiter à travers une location mais le mode de propriété reste entre les mains des propriétaires. Et ça c'est aussi une des solutions. Donc ils ont mis à la disposition 543 hectares West African Farm jël genn wàll gi population bi jël genn wàll gi West African Farm ni leen man naa leen aménager réseau d'irrigation man maay fay frais bornage ba pare at bu nekk naa leen jox 28 millions entre mairie bi ak ñi moomoon suuf si pour nu jàpp si commune bi moo doon faciliter délibération bi. Donc lii cas de réussite la pour démontrer qu'il est possible de construire de co-construire des convergences lorsque nous respectons les droits, les obligations et les devoirs de chacune des parties prenantes. Il est possible de co-construire des arrangements fonciers, comme le dit IPAR, des arrangements fonciers consensuels, apaisés, équilibrés et justes. Et c'est ça l'enjeu du panel numéro 1. Slide, s'il vous plaît. Nous nous avons dit que nous avons pour waxtaan ci loolu mu am ñetti groupe. Groupe numéro 1 ku tudd Alassane Seck jóge ci IPAR xam ne yàgg na liggéey ci lii moom moo koy animé. Donc moom li muy laaj participants yi mooy agrobusiness ak agriculture familiale. Xam ngeen agriculture familiale c'est la partie la plus importante de notre économie en milieu rural. C'est des enjeux d'autosuffisance alimentaire. C'est des enjeux d'emploi. Nan la ñuy def ba ñaar ñooñu àndandoo liggéeyandoo suqali dëkk-dëkk yi yow am nga sa suuf mais amoo moyen pour exploiter ko agribusiness bi am na xaalisam am na technologie am na marché est-ce que mënuñu àndandoo liggéeyandoo ku nekk xajal sa morom tout en respectant les droits et les devoirs. C'est extrêmement important cette question et je rappelle les cas de Demet, les cas de Dungala, les cas de Fanaï, les cas de Mban nous instruisent à bien réfléchir sur les conditions d'un arrangement
définitif et stabilisé entre l'agrobusiness et l'agriculture, d'autant plus que notamment sur le département de Podor, n'est-ce pas Ousmane Ly, il y a beaucoup de terres irrigables, mais qu'on ne parvient pas à exploiter parce que justement, on a de la difficulté à co-construire des arrangements. Le deuxième panel va être géré par notre ami Eliman Kane. C'est la question de l'exploitation durable des ressources naturelles. Ñun ñi dañ ni li nu Yàlla jox ci xéwal fii sunu dëkk war nañu ñun ñii dëkk ci dëkk bi fi ñu koy exploité ñun noo gën a jege ñun noo war gën a yay n'est-ce pas yaram loolu ngeen waxoon gën a jege gën a yay les communautés environnantes qui abritent les ressources naturelles attendent des retombées positives de cette exploitation avant l'échelle nationale. Donc la responsabilité socio-territoriale nous invite à réfléchir sur les conditions d'une exploitation durable qui ne compromet pas nos ressources et les générations futures. Comme nous le disait ce vieux de Podor, la terre là, je ne peux pas vendre cette terre parce que cette terre m'a été léguée par mes ancêtres. Ça ne m'appartient pas. Je dois entretenir cette terre et léguer ça aux générations futures. C'est la notion de bien commun. C'est éviter de transformer les biens communs en biens économiques marchandisables. Comment donc assurer cette exploitation durable des ressources naturelles pour créer de la valeur, permettre à ces jeunes et ces femmes qui ont de l'ambition, qui ne veulent pas prendre les pirogues, qui veulent rester et développer leur territoire, aider leurs parents, n'est-ce pas, se marier, avoir toutes les richesses, comment exploiter cela pour que ces jeunes et ces femmes puissent en avoir accès. Et Eliman va nous animer ce deuxième panel. Le troisième panel, c'est avec notre ami Cheikh Gueye, le grand marabout, n'est-ce pas, qui va nous aider à réfléchir sur les synergies entre le secteur privé et la société civile. Nous voulons aller plus loin, chers amis. Nous voulons identifier quels sont les leviers, quels sont les mécanismes, quels sont les outils qui permettent ce dialogue-là. On ne va pas revenir sur la difficulté. On connaît la difficulté. On veut des propositions. Et Cheikh vous a préparé une bonne fiche de modération pour proposer des éléments concrets. En réalité, si vous regardez le troisième groupe, bi Cheikh di def, moom mooy groupe boo xam ni moo lëkkale ñëpp. Nu bëggoon nag nit ñi groupe bu nekk nag bu mu yem rek ci benn. Par exemple, les éleveurs bu nu yem rek ci groupe 2 nanu tas si ñetti groupe yi pour que waxtaan bi gën mën amandoo. Donc nu jàpp ni daal tey sunu borom suturaal na ñun ñëpp nu ñëw pour waxtaan sottante xalaat nag il faut que ñuy dégloonte sottante xalaat il faut que tu acceptes que l'autre ait un point de vue différent de toi. Il faut qu'on fasse l'effort de co-construire. Je rappelle que nag journée bi dafa gàtt. Normalement, c'est un exercice de 2 à 3 jours. Mais vous savez que les agendas sont trop chargés. Le gouverneur nous a fait plaisir de rester avec nous toute une matinée. Donc, s'il vous plaît, on va aller directement à l'essentiel avec des propositions et on compte sur vous pour pouvoir sortir des recommandations qui vont alimenter l'État, qui vont alimenter l'Union européenne et les ambassadeurs, qui vont alimenter également les collectivités territoriales. Je vous remercie de votre attention.